Bienvenue dans la saison 3. Comme vous le savez, désormais, l'émission s'organise autour d'un invité principal. Et ce soir, c'est Michel Drucker. Bonsoir. Salut Thierry. Alors Michel, tu es ici pour un livre étonnant intitulé « Allez tous vous faire foutre » dans lequel tu te lâches pour la première fois. Ça fait du bien? Ça, je te retrouve intact. Intact. Bah oui, ça fait du bien de se lâcher. Oui. Ouais. Alors non, tu as déclaré « On ne bâtit pas une carrière aussi longue que la mienne sur la méchanceté ». Oui, je pense, oui. Ouais. Mais Thierry Ardisson m'a dit un jour que finalement, la bienveillance, c'est pas si désagréable que ça. Il n'y a pas honte à être bienveillant finalement. Mais c'est ma nature, hein. J'ai pas choisi le créneau de la gentillesse. Hein. Ouais. Je crois que c'est ma nature. C'est un défaut sans doute, mais bon, c'est trop tard pour corriger le tir. Mais c'est vrai que tout le monde est devenu... Bouvard est devenu plus sympa, Fogiel est devenu plus sympa. Moi, Ardisson. Voilà. Donc... Plus rond, je te trouve plus rond. Ben voilà. J'ai lu VAZ cette semaine, beaucoup plus rond. Oui, oui. Mais... Et puis, ce qui me fait plaisir, sans lisant VAZ, c'est que je vois que tu te lèves tôt pour écouter Europe 1. Bah oui, bien sûr. Dès que ton émission commence, je suis là. Hein. Ouais. Non, ce que tu veux dire, Michel, quand même, c'est que la druckerisation est un phénomène inévitable, quoi. Je me demande si c'est pas toi qui as inventé le mot. Oui, hein. sérieusement. C'est pas surhumain, quand même, d'être gentil tout le temps, de pas dire vraiment à quelqu'un... Il y a des gens qui viennent te voir, qui ont fait des mauvais films, des mauvaises chansons. On a tous reçu les mêmes. Voilà, oui. Mais, enfin, j'ai quand même remarqué que tu te lâches un peu, quand même, là. Il y a Elie Semoun qui a dit dans une interview qu'il en avait marre d'aller s'emmerder sur un canapé avec un animateur complaisant. Et j'ai cherché des canapés, j'en ai trouvé qu'un. donc j'ai pris moyen. Et là, quand même, c'est-à-dire que quand Michel Drucker est en colère, c'est violent, il a dit « Tu as la mémoire courte ouais. ». C'est rien. Mais je lui ai écrit ça, pour l'interrogation. Ouais. Mais je m'attendais quand même à ce qu'il m'envoie un petit mot en disant « Écoute, Michel, c'est pour rire. Ouais. Bon, non, il l'a pas fait. Même pas. Alors, au sommaire ce soir, donc d'abord, vous, Michel Drucker, votre vie, votre destin, votre identité. Nous partageons la même conviction, en fait. C'est qu'on ne comprend les stars que quand on connaît leur enfance. Ah, ça, moi j'ai failli appeler mon livre, non pas « Qu'est-ce qu'on va faire de toi », mais une chanson de Ferrat, « Nul ne guérit de son enfance ». Voilà. En P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de quelqu'un que vous avez vu débuter à l'âge de 10 ans en 1983, Clémentine Autain. Oh là là, oui. Abacadabra. Et voilà, absolument. Elle nous parlera aussi du livre qu'elle publie au Seuil, « Les machos expliqués à mon frère ». Mustapha El Atrassi, actuellement sur la scène du Temple, nous rejoindra également. Et en P3, nous recevrons Lamance Mazou pour J'étais chef de gang aux éditions La Découverte. C'est un témoignage incroyable sur la guerre des bandes en banlieue il y a une dizaine d'années. C'est assez choquant d'ailleurs. Voilà. L'émission s'appelle Salut les Terriens et l'orchestre Les Gréments de Fortune. Voilà, donc Michel Drucker, vous présentez Vivement Dimanche prochain sur France 2. Vous animez Europe 1 Découverte tous les matins sur Europe, évidemment. Juste après Fogiel. Ah ben d'accord, comme ça m'aide. Non, c'est un repère. Oui, pour savoir. Alors, Michel, vous avez une activité débordante. Hein. Vous êtes sur le pont 365 jours par an. Même pendant les vacances, c'est là où vous êtes plus fort que moi, parce que moi, j'y arrive pas quand même l'été. L'été, vous êtes pendu au téléphone, vous appelez des stars que vous allez recevoir à la rentrée, vous faites des petits sauts en hélicoptère pour leur rendre visite. Non, c'est pas... C'est-à-dire que, non, je ne dors que d'un œil, parce que j'ai un métabolisme, j'ai un moteur qui est fait pour tourner régulièrement. Je ne peux pas arrêter, et au bout de 15 jours de vacances, je suis déglingué. Voilà. Je suis plus fatigué en vacances que lorsque je bosse, mais vous aussi. Non, le problème, c'est que moi, j'aime bien, quand je rentre de vacances, savoir que tout est programmé jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Oh là là, oui. Tu me diras, ça doit être vachement agréable. Quand je pars le 15 juillet, savoir que tout est programmé jusqu'à novembre... Ça ne vous empêche pas de téléphoner quand même. Oui, tout est programmé jusqu'à fin novembre, vous les appelez pour savoir s'ils ont bien dormi quand même. Non, je les appelle pour janvier. Ah, pour janvier, d'accord. Ah, il est trop fort. Enfin, Michel, ce qui est incroyable, vous travaillez énormément, toujours sur le pont... Ça fait quand même 45 ans. Le stage à Cognac-G, c'était en 64. C'est hallucinant, c'est invraisemblable. 64, c'est 45 ans de carrière. Oui, bah ça, vous pouvez applaudir, mais...
On vous a expliqué, Michel, le principe de la retraite. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de travailler... Mais j'ai tous mes trimestres depuis longtemps. Ben oui, c'est pour ça. Vous n'êtes pas obligé de travailler toute votre vie, Michel. À un moment, vous pouvez vous arrêter. Vous allez manger quand même, hein, vous savez. Moi, c'est pas ça le problème. C'est qu'en Provence, mon voisin, c'est Charles Aznavour. Ouais. Je passe le voir pratiquement tous les 3 jours. Quand j'arrive chez lui, avec mon vélo, en plein cagnard, et que je lui demande de l'eau, et que je le vois au clavier... et qui me dit, Michel, écoutez ça va sortir en 2012, qui va avoir 84 ans en avril, 85 ans. Quand je vois Roger Hanac, 84 ans, Pierre Mondi, 80 ans, Hossein, 80 ans, je me dis, mais moi, je suis un gamin à côté. Quoi. Mon père a fait des accouchements dans la campagne normande jusqu'à 80 ans. Vous avez déclaré, pour moi, il n'y aura pas de vie après la télévision. Après la télévision, il y aura la mort, une petite mort. Oui, une petite mort, absolument. Petite mort, bien sûr. C'est-à-dire quoi? Vous n'existerez plus le jour où vous ne ferez plus de télévision? Ou de radio ou autre chose, mais il faut que je continue à travailler parce que c'est ma passion, parce que c'est mon goutte à goutte, c'est ma coke à moi, ma cocaïne. Il y a une addiction à ce métier que j'ai appris à 20 ans. J'ai toujours rêvé de le faire le plus longtemps possible, tellement j'aime ce métier, même si je suis plus devant les caméras, mais être dans ce métier, produire, conseiller. Et moi, j'ai besoin de ça. Et je sais que quand mon père a arrêté de faire ce beau métier de médecin de campagne, il est mort. Ouais. Donc c'est pour ça que vous voulez mourir sur les planches, en fait? Oui, je veux mourir en bonne santé, surtout. Je veux mourir en bonne santé et pas dans mon lit. Oui, mais ça, vous faites tout ce qu'il faut, hein? Voilà, ça, alors, je peux pas savoir. D'ailleurs, j'en ai pris de la graine, vous savez. Est-ce que vous avez toujours un coach? Ah, j'ai toujours un coach qui vient 2 fois par semaine. Petite seconde. Oh là là, si c'est pour me toucher, déjà... Ah oui! Non, mais c'est... Vous avez le cœur beaucoup plus lent qu'avant. C'est vrai. Tirez la langue. Impeccable. C'est vrai que je fais plus attention à moi qu'avant. Avant, vous aviez une petite surcharge pondérale. Oui, ça c'est toujours un peu le cas quand même. Mais vous avez trouvé la parade. Et puis j'avais aussi à un moment une petite surcharge nasale aussi. Oui. Donc, ça, j'ai pas osé. Hein. Mais je remarque que vous avez eu l'heureuse idée de tous les animateurs de l'histoire de la télévision, celui qui a tout compris sur la silhouette, c'est vous, car on sait très bien que le noir affine. Ah, voilà. Ça permet d'être un peu plus gros. Le noir, c'est pas par hasard. Ouais. Non, en fait, sérieusement, vous avez fait don de votre personne à la France. C'est-à-dire qu'à un moment... Non, mais je sais, c'est la phrase d'Emmanuel Berle qu'il a écrit pour Pétain. Non, mais sérieusement, vous êtes donné aux Français d'une certaine façon. Il y a une dimension sacerdotale, non, sérieusement. Vous savez, c'est l'anecdote des 2 filles que je rencontre dans un avion, toutes jeunes, des véritables bombes, string en bandoulière, affolantes, et qui ouvrent le journal devant moi. Et vous voyez, c'est récent, il y a quelques années, un reportage sur De Chavannes. Et lui dit à l'autre, Sophie, t'as vu De Chavannes, toute notre jeunesse. Oh. Elles avaient 19 ans, j'ai leur moi. Moi, c'est les pyramides. C'est les pyramides. L'avion se pose et je leur dis, dites-moi, quand vous dites que De Chavannes, moi, c'est quoi? Et l'une dit à l'autre, mais vous, c'est pas pareil, vous avez été vendu avec le Poste. Voilà, oui, c'est ça. Vous êtes un classique. Alors, en échange de ce don de votre personne à la France, vous êtes superstar. Si vous faites un bouquin, vous en vendez 470 000 exemplaires. Ça, je peux non, mais pas ce qui, à savoir. notre époque, est absolument rarissime. Je ne pouvais pas savoir ça. France 3 va faire une série à partir de ce... Il y a un portrait à partir du bouquin qui va passer là, dans un mois et demi sur la 3. Ouais. Et le succès de ce livre m'a vraiment dépassé. Il y aura un avant et un après. C'est vrai qu'un succès littéraire pour quelqu'un de la télévision, ça bouleverse. Ouais. Le mot n'est pas trop fort. Vraiment. C'est une reconnaissance. Ouais. C'est une légion d'honneur quelque part. Bien. Alors, donc, vous étiez, Michel, le gendre idéal. Et vous êtes en passe de devenir un peu le grand-père idéal le grand-père idéal de la France, c'est vrai. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'une intégration réussie. D'abord, l'intégration du cancre. On le sait, vous en avez souvent parlé, mais enfin, moi, j'ai relevé un truc que je ne savais pas. C'est qu'à 17 ans, vous êtes au lycée technique de Caen pour apprendre la sténo en blouse rose au milieu de 200 filles. Et ça aurait pu mal se terminer, ça. Oui, non, mais ça, c'est l'humiliation totale. Et quand on sait qu'à l'époque, ma mère m'appelait Michou... Oui. Ça, il faut remonter la pente après ça. Et l'autre intégration, qui est beaucoup plus importante que ça, c'est l'intégration du fils d'Abraham et Lola, qui finalement sont arrivés d'Europe centrale. L'Empire austro-hongrois. Voilà, et n'ont été naturalisés français qu'au cours des années 30. En 1937. Voilà, pourchassés ensuite par les nazis, les collabos en 1942. Et aujourd'hui, leur fils est une gloire nationale. C'est vrai qu'on vient de loin, comme dirait Sarko. Je suis un Français de sang mêlé. Ouais. C'est d'ailleurs assez incroyable que finalement, vous êtes une gloire nationale, Sarkozy est président de la République, qui aurait dit qu'un jour,
il y aurait en France un président de la République avec, entre autres, des origines juives. Moi, je me souviens qu'à l'époque de Mendès France, tout le monde disait Mendès France ne sera jamais président de la République parce qu'il est juif. Oui. C'est quand même, ça a changé. Hein, et le patron du FMI est Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. Grand avenir pour la suite. Est-ce que vous pensez que l'antisémitisme est derrière nous? J'espère. Ouais. J'espère. Il m'arrive encore de recevoir quelques petites lettres. Ouais. Là où on voit que les braises ne sont pas totalement éteintes, c'est quand on va de temps en temps sur Internet. Ouais. Il y a de temps en temps des relents. Oui, oui, oui. C'est Internet, il y a tout, n'importe quoi quand même. Hein. Oui. Heureusement qu'Internet n'avait pas été là sur l'occupation. Oui, ça c'est sûr. Alors quand vous étiez enfant, bon, votre mère faisait ses courses rue des Rosiers chez Goldenberg, oui. Carpe farcie, strudel, on parlait yiddish à la maison. Votre mère écoutait de la musique d'Europe centrale oui. En blouse roumaine. Et pourtant, vous avez été baptisé. Hein. Votre père a tenu à ce que... C'est étrange, hein. Non, mais c'est l'époque. C'est une façon de découdre l'étoile. Ce qui fait que vous n'êtes jamais allé trop à la Sina, vous n'avez jamais trop fêté Kippour. Non, j'ai pas été élevé dans la tradition, mais ça veut dire quelque chose. Je veux dire, ça vous revient, là Israël, ça veut dire quelque chose. Alors justement, Israël, vous dites, Goldman, Bruel, Arthur, Boujna, Gad Elmaleh sont impliqués dans la défense d'Israël. Vous, moins quand même, on vous voit moins. Tout est arrivé un peu tard dans ma vie, avec 10 ans de retard. J'ai l'impression que ma judéité ou mes racines, c'est maintenant que je les vis. Non, ce qui m'a beaucoup ému et bouleversé, c'est quand j'étais à Compiègne, faire mon service militaire, là où mon père avait été interné. C'est incroyable. Et j'ai fait mon service à 300 mètres de la gare de Triac, d'où sont partis les premiers wagons plombés pour Auschwitz. C'est hallucinant. Hallucinant. Parce qu'il y a ça, et puis l'histoire aussi, que c'est le père de Patrick Lelay qui a sauvé ma mère de la Gestapo. C'est incroyable. Quand M. Bouygues a eu TF1, quand on a présenté Lelay me regarde et me dit, tu dis pas bonjour aux amis d'enfance? C'est qu'on s'est croisés enfants. Je dis, mais non. Il me dit, comment? Pierre Lelay, mon oncle vétérinaire, Jean Lelay, c'est mon père. Sa mère, la Gestapo, les Côtes du Nord. La famille Lelay, c'était une famille de justes. Il y en a eu des justes qui la ramènent pas, qui ne revendiquent pas tout ça, ces actes de bravoure, car ils ont risqué leur peau, eux aussi. Il y a eu quelques justes. Est-ce qu'un jour, vous croyez que vous aurez le courage d'aller à Auschwitz? Et en tout cas, il faut que j'aille sur la tombe des grands-parents. Il faut que j'aille maintenant, c'est l'Ukraine. Il faut que j'y aille, absolument. Il faut que j'y aille avec mes 2 nièces. Mais Auschwitz, ça va être lourd. Et je vais y aller. Merci, Michel. Comme vous le savez, en P2, nous recevons de nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Et d'abord, Clémentine Autain. Bonsoir. Bonsoir. Salut Clémentine. Alors, évidemment, vous voilà face à Michel Drucker. Ça vous rappelle des souvenirs. Votre première télévision, Clémentine. Vous chantiez du ABBA dans Champs-Élysées. Et vous n'y couperez pas, évidemment, vous en doutez. Pour revoir encore une fois ma mère chanter naguère enfant d'eau. Pour revoir encore une fois mon père entrer de guerre enfant d'eau. Me chauffer le cœur au feu de joie, rire aux éclats. Et revoir encore une fois ma mère dire comme naguère l'enfant d'eau. Voilà peut-être un nouveau groupe, Abacadabra. Alors, on va être galant. Hein. Comment t'appelles-tu? Clémentine. Dire, tu peux faire un gros plan de la petite Clémentine? Regarde bien, regardez-la bien, celle-là. Celle-là, un jour, elle sera grande, on en reparlera, croyez-moi. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Michel Drucker, qui a un don de voyance. Non mais, elle était craquante. Ah, très craquante. Elle était irrésistible. Ouais. D'ailleurs, vous parlez qu'à elle, hein, j'ai remarqué. Mais oui. Les autres n'existent pas, il y a quand même 3 autres, Michel. Donc vous aviez 10 ans, c'était il y a 25 ans. Ouais. Et Drucker était déjà là, évidemment, comme il sera là encore dans 25 ans. Mais dites-moi, à 10 ans, vos parents vous laissaient traîner chez Drucker? Je connaissais les parents. Ah, votre père, c'est Yvan Dautin, donc il va être le 20 octobre à 20h. Au 20e théâtre, 7 rue des Plâtrières. Ah, c'est sympa, ça va lui faire plaisir. Bah écoutez, on le salue, voilà. Ah, Yvan, si tu nous regardes. Très bien. J'apprends, hein. J'apprends à devenir Michel Drucker, mais enfin, je serais mort avant qu'il me cède la place. Alors, vous publiez au Seuil, Clémentine, les machos expliqués à mon frère, Alban.
Alors, concernant le combat féministe, on a lu dans un livre qui vous était consacré, vous l'avez raconté, ça a commencé avec un viol dont vous avez été victime à l'âge de 22 ans, un viol que vous avez révélé en 2006, en disant le tabou et le silence font le jeu des violeurs, et votre violeur, à vous, qui était un multirécidiviste, avait en fait commis une trentaine de viols et il n'y avait eu que 3 plaintes. Donc c'est ce qui vous a incité à en parler, de façon à inciter les femmes à en parler aussi. Ça a été très long. D'abord, j'ai beaucoup menti par omission. Et en même temps, j'étais pas à l'aise avec le fait de ne pas le dire, parce que je me disais ne pas le dire, ça veut donc dire que je suis complice de ce silence et qu'il y a... Et donc c'était très difficile pour moi et j'ai voulu le dire avec pudeur, c'est-à-dire le dire, ne pas le cacher, sans raconter. Sans raconter, effectivement, sans raconter le détail. Voilà, le détail de ce qui s'est produit, mais c'est vrai que les modèles de femmes victimes de viol, l'idée qu'on en a dans l'imaginaire, c'est des femmes qui sont absolument cassées. Et j'ai envie aussi de témoigner et de dire, c'est une violence inouïe, mais il est possible de vivre et pas simplement de survivre après un viol. Et c'était aussi ça l'idée de ce témoignage. Alors, globalement, ce que vous dites, c'est que finalement, pour les femmes, à l'échelle de l'humanité, le XXe siècle a vraiment constitué une avancée considérable. C'est une révolution. Une révolution. Mais qu'il y a toujours quand même des inégalités entre les hommes et les femmes qui perdurent. Alors, la définition du macho, parce que moi je me demande toujours si je ne suis pas macho, ça m'inquiète beaucoup, surtout quand je vous reçois. Alors, le macho, vous dites, c'est celui qui revendique une supériorité sur les femmes et se comporte en dominateur. C'est plutôt Michel, ça. C'est ça? Non. Oui, c'est ça. Mais dans le livre, on joue un petit peu de ça. C'est que pas beaucoup de gens se disent macho ouvertement. C'est pas politiquement correct. Il y a aussi des femmes dominantes, non? Ah ben voilà, c'est la question d'Alban très souvent. Il revient avec cette question. Il me dit mais dans votre couple, êtes-vous sûr que c'est pas vous la dominante? Je connais pas votre mari. Hein. Elle, c'est une dominante. Il s'y colle, Michel, là. Les femmes en politique sont des dominantes. Bien entendu. Vous n'avez pas répondu à la question de Michel dans votre couple. C'est très personnel. Hein? C'est très personnel. Tu vois, tu poses des questions trop hard. J'essaie de... Je t'ai dit, Michel, je t'ai dit de te calmer. J'essaie de changer de registre. Ah oui, mais je t'ai dit. Non, mais alors, ce qui est très intéressant dans son bouquin, c'est les couples lesbiens. Parce que là, évidemment, on se dit dans un couple lesbien, c'est ça qui m'a intéressé, dans un couple lesbien qui... Voilà, et vous dites qu'on reproduit dans ces couples-là, finalement, un système aussi dominant-dominé. Enfin, ça peut arriver, disons. De toute façon, il y a une part d'utopie à penser qu'on peut vivre sans rapport de domination. Mais la spécificité de la domination masculine, c'est qu'elle est ancrée dans des rapports sociaux. C'est une histoire. C'est ce qui fait que, justement, il n'y a pas la liberté et que dans le couple, on négocie toujours de la même manière. C'est les nanas qui font le ménage, les mecs qui s'occupent plus... de leurs loisirs ou de la vie politique. Il y a 25% d'écart de salaire, il y a 2 millions de femmes qui sont victimes de violences conjugales, il y a 80% des tâches domestiques qui sont effectuées par les femmes. Ça, ce sont des statistiques, c'est un poids qui est un poids social. Et c'est de ça dont il faut s'émanciper. Les femmes, bien entendu, pour pouvoir être à égalité avec les hommes, mais les mecs aussi, qui sont imprégnés des modèles de virilité. Alors, il y a quelques formules que j'adore. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, c'est sa femme. Exactement. C'est extraordinaire. Alors ça, c'est beau, hein. C'est le slogan de la première manifestation du MLF. Ça commence en 70 et sous l'Arc de Triomphe, en août, il y a 12 femmes qui décident d'aller déposer une gerbe à la femme du soldat inconnu, qui n'est jamais évidemment célébrée. Et c'est de là que démarre le MLF. Voilà, vous êtes très jolie pour une féministe. Alors, et là, je me grille, non. Je sais. Je savais qu'en disant ça, je perdrais tout l'avantage de ce que j'avais dit. Vous n'aimez pas qu'on vous dise que vous êtes sexy, hein, ça vous agace? Je n'aime pas, quand je fais de la politique, qu'on commence par me décrire par mon physique. Oui, mais là, on n'en fait pas de politique, on est en face tous les deux. Voilà, sinon je prends les compliments pour ce qu'ils sont. J'aime la vie et donc je prends les compliments. Mais tout à l'heure, Thierry disait que à la télévision, le physique compte. Je suis désolé, en politique aussi. Bien sûr. Aussi. Et si vous avez... Il y a une exception près. Sarkozy, qui est moche quand même. C'est pas du tout la vie de Carla Bruni. Hein. Oui, enfin comme elle s'est tapée Fabius aussi. Bien, allez on arrête, on passe aux infos de Blacko. Bah ça alors, comment c'est possible? 320 milliards d'euros pour soutenir les banques? L'État français ne laissera aucun établissement bancaire faire faillite.
Pas moyen de trouver quelques centaines de millions pour le RSA et voilà qu'on parle de milliards pour les banques. Mais non, c'est pas injuste. On vous le réexplique une dernière fois. Si l'État prête aux banques, il le fera à un taux d'intérêt plus élevé que celui auquel il a emprunté à la BCE. Et ensuite, les banques font leur métier. Donc c'est une dépense qui va rapporter presque un investissement. Tandis que trouver de l'argent pour aider les pauvres, qu'est-ce que ça rapporte ? Bon, ça leur permet de retravailler, de consommer plus, de relancer la croissance. Ouais, mais en fait, c'est pas en achetant 3 yaourts de plus à la supérette qu'on fait remonter les cours de la bourse. En tout cas, la crise donne des idées aux producteurs télé. Au MIPCOM de Cannes, une émission américaine propose à des familles surendettées de rembourser tous leurs crédits. Mais bien sûr, pour ça, il va falloir subir quelques épreuves. Se faire lancer des couteaux dessus, manger de la pâtée de chien, ou si vous préférez, un bon petit coup de taser. Ah, pendant que le gouvernement s'occupe des banquiers, heureusement que la télé est là pour s'occuper des pauvres. Selon une étude internationale, 20% des mammifères pourraient disparaître de la planète. C'est le plus grave phénomène d'extinction d'espèces depuis les dinosaures, il y a 65 millions d'années. Alors, l'ours polaire ne régnera plus sur la banquise. Le tigre ne régnera plus dans la jungle. Au revoir l'hippopotame, adios le tapir, bye bye le gorille. Heureusement pour les banquiers, il n'y a plus de soucis à se faire. On a cru qu'avec la crise financière, ils allaient tous disparaître d'un coup, mais le gouvernement est prêt à dépenser jusqu'à 360 milliards pour sauvegarder l'espèce. Je suis banquier. C'est mon métier. Faudrait juste qu'ils arrêtent un petit peu de se goinfrer, sinon ils vont encore tomber malades. Mardi dernier, c'est l'âme qui a chanté la Marseillaise avant le match France-Tunisie. Comme elle est d'origine tunisienne, on a cru qu'il y aurait moins de sifflets. Sauf qu'en forçant sa voix pour couvrir le public, l'âme s'est mise à chanter comme Mireille Mathieu. Ça alors, on dirait exactement Mireille. Franchement, une imitation de cette qualité, ça méritait mieux que des sifflets. Ces féroces soldats. Finalement, ce qui prend le plus de temps dans le Tour de France, c'est pas la course, ce sont les analyses d'urine. 3 mois après l'arrivée, l'Autrichien Bernard Kohl a été disqualifié cette semaine pour dopage. Il avait fini 3e du Tour et meilleur grimpeur. Mais avec tous ces contrôles antidopage, comment va faire Armstrong l'année prochaine ? Eh ben, justement, après avoir proclamé bien fort qu'il était de retour, cette semaine, il avoue que finalement, il est plus du tout sûr d'y participer. Espionner Besancenot, c'est déjà malhonnête, mais se faire choper, ça devient franchement minable. Si Taser est vraiment impliqué dans cette affaire, ils auront offert une belle campagne de pub aux leaders de la LCR. Parce que se faire cambrioler comme Ségolène, c'est des histoires de Madame Tout-le-Monde, tandis qu'être suivi par des barbouzes, ça tout de suite, ça fait opposant politique numéro 1. On a l'impression d'être dans un mauvais film, mais bon, voilà. Quand François Mitterrand a offert l'asile à Marina Petrella, c'est parce qu'il se faisait une certaine idée des valeurs de la France. Aujourd'hui, si la France n'extrade pas Marina Petrella, c'est juste pour faire plaisir à la belle-sœur du président. En effet, Valeria Bruni Tedeschi déclare dans la presse italienne qu'elle a plaidé la cause de Petrella auprès de son beau-frère. Avant le beauf, c'était Rogiane, maintenant c'est le président lui-même. Il n'y a jamais d'incompréhension quand on prend une décision humanitaire. C'était les infos de Blacko, mise en image de Julien Grapp. Voilà. Alors, Mustapha El Atrassi nous a rejoint. Ça va? Alors, Mustapha, on vous voyait plus. Je crois que vous étiez dans un camp d'entraînement en Afghanistan avec Al-Qaïda. J'avais pas le corps pour, en fait. Ah ouais, ils vous ont pas voulu. Non, c'est ça le problème. Tu m'as manqué, en tout cas. Bah ouais. Alors, Mustapha, sur scène au théâtre Le Temple à Paris avec votre nouveau one-man show qui s'appelle Mustapha El Atrassi, en toute humilité. Hein. Voilà. Et le spectacle évolue tous les jours. Hein. C'est ça. C'est ça qui est extraordinaire. Faut que j'y aille quand, moi? Faut que tu viennes, viens dans les 5 dernières minutes, c'est là où c'est le mieux en général. Le final est assez extraordinaire. Et puis alors, tu fais le 6-9 sur Énergie. C'est ça. Donc ça te fait lever vers quelle heure, ça? Ça me fait lever à 4h du mat. Non, arrête tes conneries. Je te jure. Je te connais, tu dois te lever à 6h moins le quart, moi. Mais non, j'ai Donc, on passe aux commentaires de l'actualité. Effectivement, la Marseillaise sifflée au Stade de France. Bernard Laporte, il dit des choses hallucinantes. Il faut plus jouer avec les équipes du Maghreb. Ouais. C'est quand même surréaliste, non? Et lui, il nous aime pas quand même, hein, j'ai remarqué. Bah, apparemment, je veux dire, trop, il veut plus qu'on joue contre le Maghreb. Il fait une pub pour Madrange. Non
Ce qu'on a oublié de dire, c'est que dans l'équipe tunisienne, la moitié des joueurs jouent dans des clubs français. Ouais, et Ben Arfa est très tunisien compliqué d'origine. tout ça, oui, c'est très compliqué. Non, alors qu'est-ce qu'il faut faire, Michel, sérieux? Il faudra peut-être qu'un jour, si ça prend ses proportions, que les joueurs quittent le terrain en disant écoutez, réfléchissez, puis on reviendra dans une demi-heure. eux qui partent, ouais. En tout cas, qui marquent le coup. Pourquoi est-ce que, quand c'est des matchs avec le Maghreb, il y a des jeunes qui sifflent la Marseillaise? Ça raconte quand même quelque chose de notre histoire, et de notre histoire dans nos relations avec les colonies, et d'un passé colonial qui ne passe pas. Et de jeunes qui se sentent malvenus en France, et qui ont des galères. C'est bien la gauche, ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de notre faute à nous si les mecs sifflent la Marseillaise. Non, mais on est obligé de se poser cette question-là. C'est pas notre faute, il y a une faute quand même nationale, il y a une responsabilité nationale dans un passé qui n'est pas réglé pour vous. Un passé qui n'est pas réglé, absolument pas. Alors, et si on avait sifflé derrière l'hymne tunisien? Oui, parce que le régime tunisien est bien plus critiquable que le régime français. Bah oui. Ah, il y a un régime tunisien? Oui, Ben Ali. Non, mais c'est vrai que c'est pas de la... Non, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et si on décidait de plus chanter la Marseillaise? Finalement, c'est Gainsbourg qui avait trouvé d'autres solutions. Il avait changé le tempo. Elle était bien, la Marseillaise en reggae, c'était extraordinaire. Strasbourg, devant les paras en plus. Oui, devant les paras, qui voulaient le lyncher. Alors la crise, ce qui est incroyable en fait, c'est qu'il y a un an, les caisses étaient vides. Il n'y avait plus un rond. Et maintenant, on distribue des milliards d'euros toute la journée. Il n'y a pas qu'un an. Il y a quelques semaines, on discutait encore de savoir si c'était 1 milliard ou 1,5 milliard qu'on était capable de dégager pour faire le RSA pour les pauvres. Donc, je veux dire, il y a deux poids, deux mesures. Et là, d'un seul coup... Vous avez vu le pognon qu'il y a quand c'est les banquiers? Non, franchement, c'est... c'est cynique. Il y a quelque chose de cynique et d'absolument révoltant. Il y a un vrai problème, moi, je crois, Clémentine. C'est que quand l'économie... et disons à 3-4% de rentabilité par an. Les gens à qui on promet 10%, il faut bien trouver la différence. Donc c'est qu'à un moment, les mecs... C'est 15 maintenant. Voilà. Le niveau de rentabilité, le mec, il veut gagner 15 avec son capital, il faut bien tricher. Parce qu'en fait, c'est 3-4% qu'on gagne normalement. Et alors, où est-ce que c'est pris? C'est très simple, c'est sur la part salariale. Ça veut dire que les points de produit intérieur brut, c'est-à-dire la valeur ajoutée, sont passés directement de la poche des salariés à la poche des actionnaires. Donc à partir du moment où il y en a d'autres qui s'en foutent plein les poches, ça veut dire que le taux d'exploitation dans la société, il augmente. Bon, écoute Michel, c'est l'allée. Michel Drucker, vous qui êtes un fan de vélo, est-ce que c'est pas scandaleux que tous les ans, France 2 nous offre un concours de drogués? Oui, mais alors, on peut parler également du championnat italien. On peut parler des coulisses de la Formule 1. Attendez. On peut parler Formule 1, ils se drogueraient? Non, s'ils ne prennent pas de bêta-bloquant dans la Formule 1, ils ont le cœur à 220 à l'heure en apnée pendant 1 heure et demie. Oui, j'avais jamais pensé à ça. C'est impossible. Merci Michel. Non, mais c'est impossible. Bon, est-ce que les sœurs Williams ont cette musculature Les frères Williams. Les frères Williams. Non. Bon, d'accord. Ce que vous dites, Michel, c'est qu'en fait, voilà. On ne peut pas faire le Tour de France, faire les Pyrénées, les Alpes, 3800 bornes à 45 de moyenne à l'eau minérale. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut prendre de l'EPO. Ça veut dire que les cyclistes devraient avoir droit à un remontant, car on ne peut pas... belge. Non, on ne peut pas, c'est impossible. Mais c'est bien de le dire en tous les cas. Jacques Anquetil, en 1964, rencontre dans un déjeuner Guy Béard. Guy Béard voulait rencontrer Anquetil. Anquetil lui raconte tout. Il lui dit tout. Béard rentre chez lui, écrit une chanson qui dit le premier qui dit la vérité doit être exécuté. Cette chanson, elle est née d'un déjeuner avec Anquetil. Et dans la politique, on se drogue un peu dans la politique? On se dope, comme on dit? Il paraît, j'ai entendu dire. Vous, non? Non. Ségolène, attendez, Ségolène au Zénith a été défoncée, non? Alors, on va terminer ce passage en revue de l'actualité avec une interview. J'y crois pas. Vous n'avez qu'à répondre, j'y crois ou j'y crois pas. Donc c'est de tout repos. La crise financière a été résolue grâce à Nicolas Sarkozy. J'y crois pas. Ah, non, mais c'est une question. Oui. J'y crois pas. T'y crois pas? Dis-moi, tu vois, Michel y croit, hein, Michel? Elle a été résolue par l'Europe et le président de l'Union européenne, c'est Sarkozy. Voilà. Enfin, ce qui a été résolu, c'est sa crise financière à lui, surtout. Alors, question crise, le plus dur est derrière nous. J'y crois pas? Je crois que ça va continuer à être dur. Hein. Ah ouais? J'ai vu, les gens regardent même plus Koh-Lanta à la télé. Ça leur rappelle trop leur quotidien. Tu sais, moi, je vais à mon distributeur automatique, je demande de l'argent à la Société Générale. Il s'est écrit quel argent, connard? Bon, ce plan ne coûtera pas un sou aux contribuables. J'y crois ou j'y crois pas? Et ta sœur. Et ta sœur, très bonne réponse. L'interview est ta sœur.
Le travail le dimanche, j'y crois pas. Même Michel Drucker, il y croit, lui. Hein. Je sais pas ce que c'est que pas travailler le dimanche. C'est un mec qui travaille le dimanche depuis des années, c'est pour ça qu'il est payé double en même temps. Moi, je suis vraiment contre hein, le travail bon le dimanche. Ouais, je suis vraiment super Et qu'est-ce que tu contre. fais le dimanche? Je me le dimanche ou un autre jour, mais je suis pour qu'il y ait un jour où on arrête de consommer, où c'est possible de tous se voir sans se demander qui travaille pas, voilà. Et en plus, je pense que c'est une arnaque parce que dans un premier temps, le dimanche, on va nous dire on va vous payer double, puis dès que tout le monde va bosser le dimanche, ça va être terminé, ce sera un jour banalisé. C'est la dimension religieuse Je suis en train de tomber amoureux, Thierry, je te jure. Bah, ouais. Mais vraiment, elle est incroyable cette fille. Ma mère va t'adorer. Didier Deschamps au PSG, j'y crois ou j'y crois pas? J'y crois pas. Il y croit pas. Je te pose même pas la question, t'as remarqué? Le niveau de la mer qui va monter d'1 mètre d'ici la fin du siècle, dis donc. C'est chaud pour Mimimati, ça. Hein. Ah tiens, une question intéressante. Michel Drucker qui remercie toujours, même après avoir fait l'amour. J'y crois ou j'y crois pas? Il y a que toi qui peux répondre là. Quel est le con qui a écrit cette question là? Stéphane Ribeiro. Voilà, donc on passe au champion de l'actu. Vous connaissez le principe du champion de l'actu. Pour les perdants, il y a une punition. Voilà, le champion de l'actu. On se concentre. Carla Bruni est en train de collaborer à l'album de l'un de ses ex. Mick Jagger, Eric Clapton, Louis Bertignac, Arnaud Klarsfeld, Raphaël Antoven, Laurent Fabius, Charles Berling ou Luc Ferry. Ils n'êtes pas tous mis, là. Non, bah non. Bon alors. Moi, je dirais Mick Jagger. Ouais. Peut-être Bertignac. Bertignac. Ouais, moi aussi, j'aurais dit Bertignac. Eh ben non. 0 partout, c'est Charles Berling. Ah non, on n'y était pas. Elle collabore à l'album de Charles Berling. Qu'est-ce qui est interdit à Sun City, en Arizona? Les armes, les voitures polluantes, les moustaches, les lecteurs MP3, les mini-jupes, les jeunes ou les noirs? Je dirais les moustaches, moi. Ouais. Les voitures polluantes. Clémentine? Les voitures polluantes. Non, les jeunes. Les jeunes. Ah ouais, Sun City est une ville qui est interdite aux moins de 55 ans. Voilà. Il n'y a pas d'école, pas de crèche, pas d'impôts et une police privée. On sait où on va aller en vacances. Hein. Qui a sorti la devinette suivante? À quoi reconnaît-on un homme de droite d'un homme de gauche? L'un a des actions en bourse, l'autre les bourses en actions. François Hollande, Brice Hortefeux, Luc Ferry, Pierre Moscovici ou Henri Guénaud? La classe. Hollande. Hollande, pour toi, Hollande? Ou Luc Ferry. Luc Ferry, Michel Drucker. Luc Ferry, tu te rends compte? C'est le philosophe. Le philosophe. Oui, mais il a cet humour-là. Ouais, le philosophe Luc Ferry. Qui vient de rater son virage à gauche? Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Ségolène Royal, Bertrand Delanoë ou Jörg Haider? Tous? Non. Haider? Haider. Bah Jörg oui. Haider. Qui, Jean-Luc Mélenchon, veut-il virer de la télé une bonne fois pour toutes? Morandini, Nikos, Jean-Marc Sylvestre, David Pujadas ou Patrick Sabatier? Oh, ça serait bien Jean-Marc Sylvestre. Ouais. Jean-Marc Sylvestre, bravo. Alors, Jean-Luc Mélenchon a déclaré: il faut virer le personnel médiatique et économique qui nous a conduits dans le mur. Il faut virer quelqu'un comme Jean-Marc Sylvestre, chroniqueur économique sur TF1, qui depuis des années ne fait pas de l'information, mais de la propagande. Voilà les gens qu'il faut virer. Waouh! Qui est en tête, les enfants? Michel Drucker, évidemment. Bah Comme forcément. C'est 45 ans qu'il est en tête. Bon. Alors, ceci étant, ça ne rime à rien, puisque maintenant, il y a le... Banco. Bah ouais. On se concentre. Quel est le point commun entre PPDA, Luc Ferry et Dominique de Villepin? Alors, ils ont tous eu une aventure avec Carla Bruni. Ils ont tous de faux cheveux. Ils sont tous francs-maçons. Ils sont tous grillés à TF1. Ou ils veulent tous entrer à l'Académie française. Ils veulent tous entrer à l'Académie. Bravo, Michel Drucker, voilà.
Question punition, je suis désolé, puisque vous êtes dans les perdants. Vous êtes une bourgeoise bohème communiste, donc ça existe, les bobos cocos. C'est con. Oui, c'est con, je sais. Ne dis pas qu'elle est une coco girl. Ah non, oula! Là, t'es mort, là. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ça va mon petit Stéphane? Ça va bien et vous? Bien, très bien. Vous, Stéphane Guillon, pour la semaine de Stéphane Guillon. Et on commence avec le lapsus du journal Le Monde. La première dame de France a été rebaptisée Cécilia Bruni Sarkozy. Il paraît que la vraie Cécilia, Cécilia Jacques-Martin Sarkozy, Richard Attia, est furieuse. Pas précis du tout. Politique, Nicolas Sarkozy renonce à extrader Marina Petrella. C'est con. On aurait dû la renvoyer en Italie. Avec des lunettes aussi pourries, on a déjà Nana Mouskouri. Déclaration de Dominique Besnéard. Ségolène Royal, c'est comme la Samaritaine, il se passe toujours quelque chose. Là. Signalons à Dominique que la Samaritaine est fermée depuis 2005. C'est parfait, ça. C'est le papa de Michel Drucker, quand il était médecin, qui a recousu le menton de Dominique Besnéard. Le problème, c'est qu'il a recousu la langue avec, alors fatalement, depuis, c'est... ça m'échappe. C'est vrai que c'est pas très bien fait, en fait. International, incinération de drogue au Pérou. 4 tonnes de cocaïne ont été détruites. C'est le cauchemar le plus récurrent de Frédéric Becbédé. Le leader d'extrême droite, Jörg Haider, s'est tué en voiture. Que s'est-il passé? Était-il en train d'envoyer un SMS à Dieudonné? Cher Dieudo, perdu portable, Jean-Marie Le Pen, peux-tu me le renvoyer? Lol, Haider. C'est parti comme ça. Une raison supplémentaire, s'il en fallait une, pour ne pas voter McCain, il est soutenu par cette fille. Ouais. Elle présente une émission d'écho sur M6, c'est vrai? Le ventilateur contre la mort subite du nourrisson. L'électroménager, c'est tout l'un ou tout l'autre. Le ventilateur, ça les sauve. Le congélateur, ça les tue. Ouais. Grève des chirurgiens. Quand on voit certains visages, Madame Stallone, les frères Bogdanov, Donatella Versace, on se dit que c'est un mouvement qui aurait dû démarrer bien plus tôt. Si vous avez un physique un peu difficile, comme Franck Ribéry, n'hésitez pas à mettre des tenues qui vous mettent en valeur. C'est rien, c'est des petites choses comme ça. Il faut y penser. Un aveugle a battu le record de vitesse sur route pour non-voyants, 308 km/h. Et après ça, ils nous font chier pour qu'on les aide à traverser la rue. Les tétraplégiques pourront bientôt diriger leur fauteuil grâce à une puce implantée sous la langue. C'est vachement bien, sauf quand tu manges. T'arrêtes pas de tourner. Le greffé des 2 bras espère bientôt manger proprement. Pour l'instant, à l'hôpital, ce sont ses voisins de droite et de gauche qui mangent à sa place. Un taser light sort dans le commerce. Destiné aux particuliers, il est rose et beaucoup moins puissant, 15 000 volts. Attention à ne pas confondre taser et vibromasseur. La sœur jumelle de Bernadette Chirac. Ah, qui devient une star sur le net. Eh bien, la sœur jumelle de Bernadette Chirac fait de la pub pour les pommes de terre Princesse Amanda. Ouais. Je la saute, je la mets en robe de chambre, je la beurre, dit-elle. Démenti immédiat de Bernadette. Ma sœur est bien trop coincée pour faire ça. Elle n'a jamais ni beurré ni sauté quiconque. Bonne citation. Média, la ministre de la Culture s'étonne de l'absence d'une émission consacrée à la crise financière sur France Télévisions. Attention, il y a encore de la pub sur le service public, donc pour les programmes super chiants, faut attendre janvier.
Les Français veulent travailler le dimanche. Je vous rassure, Michel, vous ne perdrez pas un seul téléspectateur. Il n'est pas question de faire travailler les vieux en maison de retraite. L'affaire Lémergie rebondit. Une déléguée syndicale affirme qu'elle ne compte plus les fois où elle a accompagné les salariés de Télématin à l'infirmerie. C'est fou la violence à Télématin. On est bien chez vous, Thierry. On se prend des coups avec vous, mais c'est supportable. C'est différent. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Comme vous le savez, en P3, nous recevons l'auteur d'un essai, d'un document, d'un témoignage. Et ce soir, Lamance Matsou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Lamance Matsou, vous publiez aux éditions La Découverte « J'étais un chef de gang », un témoignage incroyable sur les affrontements dans les bandes de banlieue pendant ce qu'on a appelé la guerre de 3 ans, entre 1989 et 1991, pour le contrôle de Paris. Alors, c'est une véritable guerre à coups de couteau, de fusils, de haches, avec des vols, avec des viols. Et vous, quand vous aviez 16 ans, donc vous étiez le chef d'une des 2 bandes qui s'opposaient, les Fight Boys, voilà. On va raconter comment vous en êtes arrivé là et comment, surtout, vous en êtes sorti. Et ça intéressera Michel, qui, je crois que tu as été éducateur... J'étais moniteur d'enfants difficiles sur une plage de Vendée. Et depuis, tu es visiteur de prison. Tu le dis jamais, mais... J'ai pas le titre, mais j'y vais assez souvent. Alors, Lamance, vous naissez à Brazzaville, au Congo, en 1972. En 1977, vous rejoignez votre père en France. Votre père travaille à l'ambassade du Congo. Et vous habitez avec votre famille à l'époque, avenue Allende, à Corbeil, voilà. Alors, chez vous, quand vous étiez petit, dans votre foyer, il n'y avait pas beaucoup d'espace, hein, vous étiez nombreux. Il y avait beaucoup d'embrouilles à la maison, il y avait même des bagarres. Et pour faire les devoirs, c'était pas l'idéal. C'était pas évident. Nous, déjà, on était 5-6 enfants. Il y avait les cousins qui venaient, etc. Et tout, la solidarité africaine. Hein. Donc, à chaque fois, il fallait un peu laisser sa place, etc. C'était vraiment pas évident. Alors, au début, à l'école, ça va pas mal, mais vos problèmes commencent en 5e. Vous devenez un adolescent colérique et mutique. Et vous êtes renvoyé du collège, ce qui vous rend assez désabusé, dites-vous, et aigri. Et là, vous commencez à traîner, voilà. On est gamin, on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, très très peu de majeurs finalement. On rencontre des gens qui sont plus grands sur Paris, donc c'est un peu nos modèles, on partage des choses. Et c'est vrai qu'on a un sentiment de liberté comme ça, mais bon, derrière, il faut manger, il faut s'habiller, donc on se débrouille comme un peu. Dans votre bouquin, il y a un moment très fort, c'est un jour où tout bascule, c'est-à-dire que vous vous battez, et votre adversaire vous met les doigts dans les yeux en essayant de les crever, vos yeux. Et vous réalisez que pour être le plus fort, il ne faut pas avoir de scrupules, il ne faut pas respecter les règles. Et ça vous change profondément. C'est vrai que j'avais l'impression qu'il y avait des règles, hein, parce que, j'ai toujours été bon élève, j'ai toujours été studieux, j'ai respecté les lois quand je suis arrivé en France, etc. Il n'y avait pas de souci. Et au fur et à mesure que je rentrais dans ce monde, il y avait de moins en moins de règles, en effet. Alors vous devenez celui qu'on a appelé le froid, ou le diable. J'en ai pas l'air. Non, mais quand on vous voit, c'est vraiment qu'on a du mal. Oui. Alors, c'est l'époque, évidemment, de l'éveil à une conscience black, avec Afrika Bambaataa, Zulu Nation, le break, le hip-hop, le rap, les tags. Et vous découvrez, en fait, un monde black. C'est-à-dire que vous aviez toujours été minoritaire dans la société, et là, d'un seul coup, vous vous retrouvez entre vous, donc vous n'êtes plus minoritaire. Oui, le fait de venir à Paris, finalement, là où on était, nous, les Noirs, on se comptait sur les doigts d'une main dans les quartiers, on découvre que finalement, on est beaucoup. Alors là, du coup, il y a des gens un peu plus âgés, ils commencent à nous parler de nos origines, d'une culture black, etc. Toutes des choses qu'on ignorait finalement, parce que nos parents ne nous transmettaient pas. Et donc, voilà, et on partage ça. C'est tellement fort que ceux qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils ont des problèmes à la maison, tu sais, familial ne tient pas, restent dehors. Et ceux qui peuvent rentrer restent quand même, par solidarité, et pour vivre ça. L'extérieur ne compte plus. D'ailleurs, on ne regarde plus la télé, on ne suit pas les journaux, on ne sait pas ce qui se passe, on vit vraiment dans notre monde. Alors, vous rencontrez à ce moment-là des gens qui sont beaucoup moins cool que vous, et qui vous rendront pas cool du tout, c'est les requins vicieux. C'est-à-dire vous tombez sur une bande de gens qui sont vraiment violents. Et ça, vous ne connaissiez pas, vous, en fait, avant. Non, quand on est arrivé dans le mouvement, c'était un esprit bon enfant, une extraordinaire énergie positive, en fait. Et on aurait pu faire des choses, mais
est arrivé à un moment la dérive des bandes parce que bon, il y a eu des bandes qui étaient plus affirmées que d'autres, plus fortes, hein, c'était incontestable à ce moment-là, et qui avaient une culture un peu plus virulente. Et donc, à partir de ce moment-là, ça commence des petites castagnes jusqu'à ce que ça dérape complètement dans la guerre des gangs, quoi. Alors là, en réaction, donc vous créez les Fight Boys. Alors là, c'est plus Sydney à chipper, à choper. Hein. Là, c'est les gangs américains, hein. Tupac, là. Donc là, la dérive totale des bandes et tout, la création de 2 gangs, hein, une coalition nord contre une coalition sud, et voilà. Et alors, vous organisez, c'est incroyable, vous organisez une armée, hein, vous êtes le général d'armée, vous avez 5 lieutenants, ces 5 lieutenants dirigent chacun un groupe, enfin au total, vous avez 100 personnes sous vos ordres, quoi. Oui, jusqu'à pratiquement, en fait, 400 avec tous les membres des 3 autres bandes qui nous rejoindront par la suite. Voilà. Et là, c'est la guerre des 3 ans. Mais c'est grave, quoi. C'est des couteaux, des haches, des fusils avec l'intention de tuer, quoi. Il y a même un moment des fusils à pompe. Hein. Oui, ça. Moi-même, d'ailleurs, j'ai reçu 2 balles de fusil à pompe. Donc, d'autres amis qui ont été blessés. Un ami, dans le livre, je le raconte, qui a été aspergé d'acide. Donc, oui, des gens qui ont été tatoués au dos avec des insignes des bandes. Violence totale. À un moment, c'est une violence qu'on ne contrôlait plus. Finalement, on était complètement contrôlé par elle. Ouais. Vous étiez des enfants soldats. Oui, parce qu'on était des minots, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Bon, donc, la perception n'est pas la même, inconscient, donc, voilà. Et alors, vous gagnez, donc, les Fight Boys gagnent contre les requins vicieux. Et alors, après cette victoire, vous vous installez dans la voyoucratie. Si vous faites du trafic, des rackets, des pillages. D'abord, dans un premier temps, on essaie de rentrer dans le système. Mais quand on sort de notre bulle et qu'on arrive à essayer de s'intégrer dans la société, on se rend compte que la société, elle est différente. Moi, quand j'arrive, je retourne dans ma cité, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus d'étrangers, alors qu'avant, il y avait une grande mixité sociale qui fonctionnait bien. Il y a la paupérisation qui s'est installée. Il y a beaucoup de chômage. Mon père, il bosse plus. Ma mère aussi enchaîne les ordres de ménage. Mes frères en train de pleurer. Et je me dis, merde, qu'est-ce qu'il faut faire? J'essaie de faire des formations. Les réponses, elles sont inadéquates parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas vraiment les réponses qu'il fallait. Donc, les choses ne sont pas évidentes. Et bon, en passant par la case prison, je rencontre des gens qui me disent, bon, voilà, et tout, qui me connaissent quand on est parlé de moi, qui me proposent des affaires. Et voilà. Et donc, voilà. Et là, vous devenez un voyou. Et un jour, c'était une chance, en 1997, vous êtes arrêté lors d'un contrôle de routine, vous êtes expulsé au Congo. Et au Congo, vous tombez alors là sur une autre guerre, qui est la guerre civile, qui a duré quelques mois, mais qui a été d'une violence absolument extraordinaire. Et donc là, finalement, le fait de vous retrouver dans cette situation de guerre réelle, pour le coup, vous ouvre les yeux. Et quand vous revenez en France, vous décidez finalement de mener une vie beaucoup plus normale. Quand je reviens finalement entre ce que j'ai vécu avant, pendant la guerre, et je me dis que non, qu'il faut passer à autre chose, il faut changer de vie, il faut essayer de se reconstruire. Mais ça doit être très dur quand on a vécu comme ça, sur un claquement de doigts, on avait une bagnole, on avait une gonzesse, on avait du pognon, on avait une soirée. D'un seul coup, quand il faut aller bosser pour le SMIC, ça doit être épouvantable. Je crois que c'est pas évident, mais c'est une question de volonté. J'ai fait le choix de reprendre une vie tout à fait normale, et donc je me suis tenu, ça fait 10 ans maintenant. À côté de ça, ce qui était moins évident, c'est que les gens ne te font pas particulièrement confiance. J'ai même d'anciens amis qui essayent plus ou moins, qui ne veulent pas que tu changes réellement. Donc c'est pas évident, quoi. Donc ça a été la grosse galère pendant plusieurs années. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes papa? Aujourd'hui, je suis papa d'un petit garçon. Ben voilà, ça je crois que c'est la meilleure façon de se ranger des voitures, c'est quand on a quelqu'un d'autre à s'occuper, c'est sûr. Hein? Voilà. Ça, c'est mon plus grand privilège et le plus grand honneur que j'ai pu avoir dans ma vie. Vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai été directeur d'une société de communication pendant 3 ans. Et là, depuis quelques mois, je suis en train de passer des formations et donc je recherche à nouveau du travail. Vous ne voulez pas être éducateur pour expliquer à notre génération qu'il ne faut pas passer par cette voie-là? Pourquoi pas? Mais d'ailleurs, c'est l'objet de mon livre. Hein. Votre fils a quel âge? Il a 5 ans. Qu'est-ce que vous allez lui dire quand il va avoir 12 ans? Vous allez lui raconter ce que vous avez fait? J'ai gardé un livre pour lui qu'il lira. D'accord. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les membres des Fight Boys et des requins vicieux? Vos copains, ils sont où maintenant? Il y en a beaucoup qui ont réussi à reconstruire leur vie. Moi, il y en a que je vois encore et tout, qui sont cadres, producteurs de musique, qui travaillent. Il y en a quelques-uns aussi qui n'ont pas su faire la transition. J'ai 2-3 amis qui sont devenus fous et des gens qui sont tombés dans la drogue et quelques-uns qui sont morts. Ouais. Alors, finalement, est-ce que vous pensez que tout ce qui vous est arrivé, c'est de votre faute ou c'est la faute de la société? On n'est jamais totalement responsable ou acteur ni victime, je pense. Je pense qu'il s'agit d'un peu des deux. Et ce qu'il faudra arriver à trouver, c'est une combinaison qui fonctionne pour aider tous ces jeunes. Moi, je crois à la responsabilité de la société et aussi à la responsabilité individuelle. Si on fait tout reposer sur le mérite individuel, le problème, c'est que ça veut dire ceux qui s'en sortent pas,
C'est qu'ils peuvent pas, c'est qu'ils sont pas capables, et on remarque bien que les conditions sociales, elles pèsent bien entendu sur la possibilité ou non de faire, quoi. Lamence, est-ce que vous siffleriez la Marseillaise, vous? Non, je pense pas. D'accord, très bien. Voilà, c'était Salut les Terriens, avec Michel Drucker, vivement dimanche prochain, Europe 1 découvert tous les matins. Merci Michel, merci beaucoup. Clémentine Autain, les machos, expliquez à mon frère. Alban, au seuil. Lamence Mazou, j'étais chef de gang aux éditions de la Découverte. Mustapha El Atrassi, au théâtre Le Temple du mardi au samedi à 21h30. Je vous laisse avec mes amis de Groland Magazine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.